Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nouveau, bienvenue sur Free Week pour le numéro d'émission de ce matin dans la rubrique Pensée et éveil. Je vous parle de l'ingratitude. Je vous parlerai de l'ingratitude sur plusieurs formes, mais en un petit mot, en un petit texte. Je vous inviterai à ne pas être découragé de faire du bien malgré l'ingratitude et la corruption humaine. Dans la rubrique Vertu des feuilles et des plantes avec Fidèle Agokou, qui est promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'agriculture. Avec lui, on parlera des vertus commerciales et médicinales du passiflore. Dans la rubrique foi et astuces spirituelles, je suivrai avec Sa Majesté Djoma Mousso. Il est chercheur en spiritualité endogène et ésotérisme. Avec lui, on parlera du sens et de la portée des rituels en ésotérisme et en spiritualité endogène. Et dans la tribune virale, j'ai un invité ce jour qui est également un spiritualiste. Il a pour nom Prince Zekuleku. Il sera avec Sa Majesté Djoma Mousso et Fidèle Agokou. La thématique en débat ce samedi, c'est quand la femme gagne plus que l'homme, fierté ou humiliation. Voilà un peu la trame de Free Week de ce samedi, juste après la capsule vidéo qui parle du CLSR. Juste après, on se retrouve pour découvrir ensemble le petit test que j'ai rédigé pour vous pour la rubrique Pensée et éveil de ce jour. Chers amis internautes, l'ingratitude est la cicatrice invisible laissée par ceux que nous avons portés dans nos bras, protégés des tempêtes et relevés dans leur chute, mais qui, sitôt debout, nous piétine avec l'assurance de n'avoir jamais eu besoin de nous. Elle nous rappelle que les mains ouvertes finissent parfois vides et que les cœurs généreux peuvent être trahis par l'oubli, le dédain ou la trahison. Pourtant, cette blessure ne doit pas devenir une prison. Ce n'est pas parce que l'on a été mordu en nourrissant qu'il faut cesser de tendre la main. Chers amis internautes, continuez à faire le bien, non pour la gratitude des hommes, mais pour l'honneur de votre âme, car le bien véritable ne se mesure pas aux applaudissements reçus, mais à la paix intérieure qu'il sème en nous. Et souvenez-vous, chers amis internautes, les ingrats perdent la mémoire, mais la vie, elle, n'oublie jamais de rendre à chacun selon ce qu'il a semé. Voilà un peu le test que j'ai écrit pour vous, chers amis internautes, et pour vous inviter à ne pas changer de nature, de personne ou de personnalité parce que vous avez été victime 1, 2, 3 fois de l'ingratitude. L'ingratitude, elle est, et la corruption humaine, si je peux le dire ainsi, si je peux l'évoquer également, ce sont les pathologies comportementales des personnes qui ne sont pas correctes, si on peut le dire ici, parce qu'une personne correcte, elle est éprise de gratitude et de reconnaissance. Et donc, si vous avez porté quelqu'un, vous l'avez protégé des tempêtes et que cette personne-là, en retour, vous témoigne une ingratitude violente, ne changez jamais. Ce n'est pas parce que cette personne a été ingrate qu'il faut désormais, lorsque vous voyez quelqu'un dans une situation, dire je ne le ferai plus parce qu'après, elle pourrait être telle chose. Non, il faut toujours être bien parce que ça, c'est vous, votre âme, c'est la beauté de votre âme que vous exprimez à travers le
bien que vous faites. Et n'oubliez pas, comme je l'ai rappelé en fin de citation, que la nature, la vie elle-même, elle donne à chacun ce qu'elle a semé. Donc, si vous semez du bien, vous le récolterez. Si vous ne récolterez pas ce bien, soyez-en sûrs et certains que votre descendance, elle, va en jouir des fruits. Parce que King Mensah, un jour, lors d'une conférence, a eu à dire, par exemple, que ce qui est le véritable héritage que l'on laisse à un enfant, ce n'est pas les bâtisses que l'on lui érige, mais le fait que dès qu'il évoque votre nom déjà, des portes qui lui étaient fermées puissent lui être ouvertes. Et donc, c'est aussi une illustration parfaite de dire que ce que nous posons comme acte aujourd'hui, les pas que nous posons aujourd'hui sont également, si je peux le dire ainsi, un héritage que nous laissons aussi à notre descendance. Et donc, agissons toujours bien, oublions les personnes méchantes, oublions les personnes ingrates parce qu'elles existent également et elles doivent exister pour nous permettre d'apprécier également la reconnaissance de certains, la gratitude de certaines personnes et la bonté d'autres personnes. S'il n'y a pas de personnes méchantes, on ne jaugerait pas véritablement la valeur des personnes gentilles. S'il n'y a pas de personnes ingrates, on n'arriverait pas à connaître le mérite des personnes reconnaissantes et bienveillantes. Voilà un peu le message que j'avais à vous délivrer ce samedi matin, chers amis internautes. On va retrouver Fidèle Agokou dans Vertu des feuilles et des plantes. Vertu des feuilles et des plantes, je suis avec Fidèle Agokou qui est promoteur agricole, promoteur de la ferme agricole La Puissance de l'agriculture. Fidèle Agokou, bonjour. Bonjour Kader. Avec lui, ce jour, on parle du passiflore. Les vertus commerciales et médicinales vous seront exposées au cours de son exposé. Fidèle Agokou, à vous l'antenne. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un fruit fascinant, un fruit tropical, le fruit de la passion. Le fruit de la passion, c'est une plante liane qui peut atteindre une hauteur de 10 à 20 mètres de long. Le fruit de la passion est un trésor naturel qui offre des vertus nutritionnelles, environnementales, médicinales et commerciales exceptionnelles. Nous allons vous parler de chaque segment, les bienfaits de ce fruit incroyable. Commençons sur le plan nutritionnel. Le fruit de la passion est riche en vitamines A et C. Il est riche en potassium et en fibres. Le fruit de la passion est un antioxydant qui aide à protéger contre les maladies chroniques. Sur le plan de la commercialisation, c'est un atout très capital pour le producteur. Si nous prenons la production du fruit de la passion sur un hectare, on a droit à 1100 plants à raison de 3 mètres comme écartement. Et c'est une liane qui nécessite des tuteurs. Si vous voulez réellement avoir de très bons résultats, vous avez besoin du tuteur. Si vous ne pouvez pas être en mesure de mettre les tuteurs pour les fruits de la passion, ce n'est pas possible. Et avec cette exigence, si vous pouvez respecter et faire cette production, mine de rien, ça peut vous apporter énormément de l'argent. Ce fruit entre en production après repiquage dans votre champ à partir de 8 à 9 mois. Les fruits sont déjà prêts et être vendables. Et un plant de fruits de la passion peut vous apporter minimum entre 25 000 et 50 000 francs pour sa production dès que vous commencez la vente. Et le fruit aujourd'hui sur le marché, le kilo est vendu minimum entre 5 000 et 8 000 francs le kilo. Et sur un hectare comme rendement, vous pouvez avoir entre 15 et 30 tonnes à l'hectare. Et avec cette estimation, on peut avoir un chiffre d'affaires minimum de 15 à 18 millions sur un hectare. De francs CFA. De francs CFA pour le fruit de la passion. Pour le fruit de la passion. Et j'ai des témoignages pas possibles parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont fait déjà l'expérience et ils ont eu de résultats. Si je prends même mon cas moi-même, sur mon site, chaque semaine, on vend au moins pour 100 000 à 150 000 francs de fruits de la passion. Le fruit de la passion. J'ai des restaurants qui sont à Cotonou ici, qui en prennent. Et chaque fois, la demande, elle est vraiment forte. Merci à vous. Si nous rentrons aussi au niveau, sur le plan médicinal, j'allais arriver, voilà. Le fruit de la passion joue énormément beaucoup de rôles.
D'abord, c'est un fruit et qui aide beaucoup à lutter contre les problèmes de calmant parce que c'est un anti-inflammatoire. Si vous avez des douleurs, ça calme, ça soulage les douleurs. Ça soulage les douleurs. Si vous pouvez mettre ça dans vos habitudes de prendre le jus de ce fruit ou bien préparer les feuilles en tisane, ça régularise ces petits maux. Ça aussi aide à lutter contre les problèmes de stress. Parfois, bon, par exemple, si je prends votre cas, les journalistes sont stressés à des moments. Déjà, très tôt le matin, vous essayez de prendre le jus du fruit de la passion. Ça va vous aider à régulariser tous les problèmes de stress. Lorsque le stress là, est dû à un manque d'argent, est-ce que le fruit de la passion peut régler ça? Au moins ça va aider un peu quand même. Le manque d'argent stresse beaucoup plus et crée beaucoup de problèmes. Évidemment. Le fruit de la passion aussi peut vous aider sur le plan médicinal à corriger les problèmes de troubles digestifs. Si vous n'avez pas une bonne digestion, il suffit de prendre un peu un vieil à bière, le jus de la fruit du passion, un vieil à bière, le matin ou dans n'importe quel moment de la journée, ça va vous aider à régulariser et à avoir votre forme normale. Ça peut aussi vous aider à réduire les problèmes de ceux qui ont les problèmes de la diarrhée avec le jus ou les feuilles. Ça peut soulager facilement, à corriger aussi ce mot. Donc, ce mal. Merci à vous, Fidèle Agokun, pour ce moment d'échange assez riche. Merci. Je rappelle que vous êtes promoteur agricole. Vous êtes le promoteur de la ferme agricole, la puissance de l'agriculture. Merci de nous honorer chaque samedi avec un fruit à découvrir, notamment avec ses vertus médicinales et commerciales. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on va retrouver Sa Majesté Dioma Mousso. Il est chercheur en spiritualité endogène et ésotérisme. C'est l'invité de Foi et Astuces spirituelles de ce samedi. Foi et astuces spirituelles, ce samedi, on parle du sens et de la portée des rituels en ésotérisme et de la spiritualité endogène. Pour en parler ce samedi, je suis avec Sa Majesté Dioma Mousso. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Cadet. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier, de remercier tous les téléspectateurs de Esaïe TV qui ont eu souvent l'envie de m'écouter. Alors, on veut parler du sens et de la portée des rituels en ésotérisme. D'entrée de jeu, c'est quoi l'ésotérisme? D'avance, je voudrais dire, quand on parle d'exotérisme, c'est tout ce qu'on peut mettre ensemble, d'accord, pour des objectifs matériels ou spirituels. Oui. Alors, le monde est constitué d'éléments de la nature, que ce soit du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral. Oui. De la même manière, en général, le monde est constitué de 4 théogonies mères, pour ne pas dire de petits dieux, d'accord, qui sont des éléments principaux de la nature qui sont air, eau, feu et l'eau. Oui. Alors, ces éléments cristallisent des énergies. Et ces énergies servent à des objectifs spirituels ou matériel. Alors, on parle d'exotérisme, de toute forme d'énergie qu'on peut faire cristalliser provenant de la jonction, de la mise ensemble de ces 4 éléments de la nature ou des 4 éléments, que ce soit des 3 autres éléments du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral. Lorsque nous parlons, par exemple, du beau, alors le beau, qui n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des éléments de la nature mis ensemble. Et quand il s'agit de ces éléments de la nature mis ensemble, il s'agit des éléments de la nature provenant du règne animal, du règne végétal ou du règne minéral. Alors, ces éléments mis ensemble, ça peut être un seul des éléments qui cristallise une énergie vecteur, et cette énergie vecteur n'est rien d'autre qu'un esprit somatique. Je viendrai à la thématique somatique. Ça peut être 2 éléments, ça peut être du règne minéral ou du règne végétal, ou comme ça peut être des 3 règnes. D'accord? Ça, c'est le beau, ça. Donc, le beau est nécessairement composé du règne animal, du règne végétal et du règne minéral. Ça peut être un seul, ça peut être 2, ça peut être la combinaison des 3, et cela va cristalliser une forme d'énergie pour des objectifs matériels ou financiers. Bon,
il y a des variantes où on peut parler de humbo. Alors, humbo pour dire le type de beau qui prend du sang. Alors, laissons cela. Lorsque nous revenons au niveau du vaudou, alors le vaudou, ce n'est rien d'autre que la mise ensemble des 4 théogonies, mais air, eau, feu et comment on appelle terre. Alors, ces 4 éléments de la nature vont cristalliser une forme d'énergie. Et cette énergie a besoin de guidance, qui est une énergie vecteur, d'accord, pour des objectifs matériels ou spirituels. Alors, ça met déjà une différence entre ce que nous appelons vaudou ou beau. Mais quoi qu'on dise, c'est l'autel du vaudou, ce n'est pas le vaudou. Donc, en réalité. il y a une différence entre le vaudou et le beau. Il y a une différence entre le vaudou et le beau. Je vous ai dit, le beau, lui, il est constitué par des éléments du règne animal, du règne végétal et comment on appelle, du règne minéral. Oui. D'accord. Ça peut être la composition des 3, d'accord, ou comme ça peut être un seul élément, ou ça peut être 2, d'accord. Lorsqu'on met ces éléments ensemble, ces éléments vont cristalliser une forme d'énergie que la parole va activer. Ça, c'est le beau, ça. Mais le vaudou, lui, il est constitué d'abord par 4 théogonies mères, pour ne pas dire les 4 principaux éléments de la nature. Ça, c'est l'autel du vaudou. Alors, maintenant, à cet autel s'ajoute l'esprit. Et cet esprit-là, c'est de ça que je voudrais parler. C'est de ça que vous voulez parler. Voilà. Oui, allez-y. Avant peut-être de vous laisser poursuivre, on parle de rituels en ésotérisme, mais également de la spiritualité endogène. Oui. Est-ce que le vaudou et le beau constituent la spiritualité endogène? Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas parler de spiritualité sans parler d'ésotérisme. D'accord. Parce que l'ésotérisme fait entrer en jeu tout ce qui est matériel, tout ce que la nature comporte, qui peuvent être mis ensemble, qui va cristalliser une forme d'énergie. Et c'est cette forme d'énergie qui a des objectifs matériels et spirituels. D'abord, je voudrais dire, pour comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène africain, il faut d'abord la maîtrise de l'esprit. Et la maîtrise de l'esprit est fondamentale parce que l'esprit est le vecteur, est le fil conducteur de la spiritualité, un peu comme dans la physique quantique ou dans la mécanique quantique. Les ondes constituées des électrons et autres constituent le fil conducteur. Alors, mais dans le domaine de la spiritualité, lorsque vous ne maîtrisez pas l'esprit, vous ne pouvez pas faire de la spiritualité, vous ne pouvez pas être compétent en spiritualité. Et en matière d'esprit, il y en a 2. C'est-à-dire, il y a 2 genres d'esprit. Le monde est binaire. Il y a les esprits qui sont mâles et des esprits qui sont femelles. Un peu comme dans la vie, le monde est binaire. La dualité. Il y a dualité. Il y a le plus et le moins. Et quand on vient dans la classification des esprits, il y a le mâle et la femelle. Les esprits... Il y a les bons et les méchants aussi. Non, n'allons pas dans les bons ou les mauvais ou quoi que ce soit. Reconnaissons qu'il y a des esprits mâles et des esprits femelles. Qu'est-ce que nous appelons esprit mâle? L'esprit mâle est l'esprit germinal, c'est-à-dire un type d'esprit qui a un grand paquet de téléchargement, qui peut enregistrer des données, d'accord, et qui a une durée de vie éternelle. Le plus précieux don que Dieu a accordé à la nature, c'est l'esprit. Et il y en a de mâles et de femelles. Je suis en train de parler des esprits mâles. Et ces esprits sont des types d'esprits qui ont une grande capacité illimitée d'accumulation de données, qui peuvent enregistrer des données, qui peuvent faire transcrire des données. Mais l'esprit mâle, lui, il vit dans du sang, il vit dans les humains, il vit dans les animaux, il vit dans les plantes, il vit dans les êtres vivants. L'esprit germinal, qui n'est que l'esprit mâle, est en quelque sorte le programme soft de vie d'une personne. Et lorsque cet esprit se retrouve dans du sang, à l'intérieur d'une personne, cet esprit va transcrire les programmes, les fichiers, les souhaits, les vœux, les prédictions de la personne en réalité. Cet esprit, après avoir fini d'animer la vie d'un individu, peut en quelque sorte quitter ce corps-là. La mort n'est rien d'autre que le dessèchement de la matière nourricière de l'esprit qui n'est rien d'autre que le sang. Lorsque le sang se dessèche, l'esprit peut s'échapper. Et si l'esprit s'échappe, alors il va s'échapper avec des données. Et quand nous prenons cet esprit mâle qui vit en une personne, qui est le destin d'une personne, qui est le programme soft d'une personne, il a 2 réservoirs. Oui.
un premier réservoir qui n'est rien d'autre que sa mémoire d'avenir. Et un second réservoir qui est la mémoire de sagesse. Et lorsqu'on parle de mémoire d'avenir, c'est quoi? C'est déjà avant la naissance de la personne, d'accord, cet esprit vivait dans la nature et était là qui est en attente d'une réincarnation. Mais l'esprit germinal ayant l'aptitude d'enregistrer des souhaits, des vœux, tout ce qui se passe dans son environnement, dans son compartiment, tout ce qu'on fait comme culte des ancêtres, comme prière, comme bénédiction, constitue des données, des paquets de téléchargement qu'on ajoute à la mémoire d'avenir de cet esprit germinal qui va constituer le destin ou le programme de perfectionnement de la vie prochaine de l'individu. Alors, dans cette mémoire se retrouve le programme soft. D'accord. De la même manière, il y a une deuxième mémoire qui se retrouve dans l'esprit germinal, qui est la mémoire de sagesse. Du jour où vous êtes né, d'accord, tout ce que vous commettez comme acte est enregistré dans une seconde mémoire qu'on appelle mémoire de sagesse. Alors, la mémoire de sagesse plus la mémoire d'avenir constitue l'esprit germinal qui est l'esprit mâle, qui va être le matériel génétique spirituel qui va transmettre de génération en génération et de progrès en progrès. Parce que le jour où vous allez mourir, alors votre esprit germinal va s'échapper. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas l'esprit germinal. Lorsqu'il est persécuté dans le corps, ça peut être un phénomène mécanique qui a fait échapper du sang du corps. Et le sang s'est desséché et l'esprit s'est échappé. L'esprit commence par fuir. Et lorsqu'il commence par fuir, il va dans les périphéries du corps. Et ces périphéries du corps constituent les cheveux et les ongles. Nous allons venir sur le sens et la portée des rituels et des us et coutumes dans l'exotérisme endogène. C'est ce type d'esprit que nous appelons esprit germinal qui va garder le matériel génétique spirituel d'une génération à une autre, de telle enseigne que les générations à venir seront plus perfectionnées, seront plus intelligentes que les générations passées. Et les humains d'aujourd'hui sont libres de composer ou de formaliser ou de déterminer les humains de demain, leurs aptitudes, leurs compétences, de telle enseigne que même si tout le monde arrive à disparaître et une génération spontanée vient, cette génération spontanée ne retournerait pas en arrière parce que le matériel génétique des humains, des vivants, existe dans la nature. Et ce matériel génétique est différent du matériel génétique qu'on voit dans le microscope, mais c'est du matériel génétique spirituel. Je vais m'en arrêter là pour l'esprit mâle qui est l'esprit germinal. Germinal parce que c'est des esprits gamètes. Des esprits qui peuvent donner naissance à d'autres vies. D'accord. Germinal parce que ça gère la vie végétative de l'individu. Tout ce que l'individu doit devenir en matière d'aptitude est déjà en la personne. D'accord. Maintenant, revenons à l'esprit femelle. L'esprit femelle a une faible capacité d'accumulation de données. D'accord. Mais lui, c'est un esprit missionnaire. Et je parle de missionnaire, c'est un type d'esprit qui, lorsqu'une énergie est cristallisée, peut transporter cette énergie vers une mission donnée et après la mission, ça s'arrête. D'accord. C'est un peu comme les cellules de l'organisme qui sont des cellules somatiques qui ne transmettent pas de matériel génétique. Lorsque nous prenons par exemple les cellules des yeux, du corps, des organes qui sont en nous, ce sont des cellules après l'accomplissement de leur vie mécanique vont se dessécher et disparaître. D'accord. Mais les cellules germinaux, du moins ça, qui comportent le matériel génétique, fait que les descendants de Achiru, Kader, vont le ressembler de génération en génération. De la même manière, en matière d'esprit germinal, spirituel, d'accord, l'esprit de vos aïeux que vous avez en vous, d'accord, a une ressemblance. Et lorsque vous faites une introspection en vous-même, vous pourriez lire dans les anciens fichiers de vos ancêtres. C'est ce qui permet de justifier les ordres philosophiques tels que la Rose-Croix et Kanka, ou tout ce qui permet, par exemple, dans le vaudou, on dit, bon, mais vaudou d'oro. On va interner les vaudous. Quand on interne le vaudou, c'est comme bien mais entre en toi-même.
c'est une forme d'exercice qui vous amène à faire une introspection en vous et ça vous permet de lire dans les anciens fichiers de vos ancêtres. Et dans ces anciens fichiers, vous pourriez trouver des solutions aux différents problèmes que la nature vous impose aujourd'hui. Alors, vous comprenez un peu ce que c'est que l'esprit germinal et ce que c'est que l'esprit somatique. Parlez-nous des rituels. Venant sur les rituels, lorsqu'on va en spiritualité et dans l'exotérisme endogène, le tout premier rituel qu'on fait à une personne qui vient vous voir, c'est souvent les consultations. D'accord. Je vais essayer d'arrimer un peu la théorie germosomatique, parce que cette théorie s'appelle germosomatique. En fond, ça s'appelle Yesu Yesi. La théorie Yesu Yesi. Et en français, c'est la théorie germosomatique. Alors, nous allons utiliser la théorie germosomatique pour expliquer le Fa, par exemple. Parce que lorsque vous allez vers un divin ou un homme spirituel, c'est pour avoir des solutions spirituelles. Alors, la première des choses, c'est la consultation. Alors, quand je prends le cas du Fa, d'accord, le Fa, c'est une forme d'oracle, d'accord, que nous utilisons pour chercher à connaître un peu le passé, le présent et le futur. C'est pour dire d'abord que Dieu, le plus précieux don que Dieu a offert à la nature, je vous l'avais dit, c'est l'esprit, qui est le fil conducteur de la vie spirituelle et de toute forme d'exotérisme. Alors, Dieu est oraculaire. Dieu s'exprime à travers l'oracle. Alors, mais avant d'être oraculaire, Dieu est d'abord spirituel. D'accord? C'est les esprits qui influencent l'oracle. Lorsque nous prenons par exemple l'instrument d'oracle que nous appelons Okpele ou bien Kpele, qui est le chapelet du Fa. Alors, vous allez chez le Bokotonon ou le prêtre du Fa, alors qu'est-ce qui se passe? Il vous remet un dé ou un noix. D'accord? Vous parlez là-dessus. Ce que vous dites sur la noix de palme ou tout objet, l'objet vous permet de vous concentrer simplement. D'accord? Et vous parlez. Ce que vous sortez, c'est de l'énergie somatique que vous sortez. Vous sortez des paroles. Et ces paroles-là vont dans la nature. Mais ces paroles vont rencontrer quoi dans la nature? Dans la nature, mais sur la noix. Non, mais vous parlez sur la noix. La noix vous permet simplement de vous concentrer. Vous comprenez ce que je dis? C'est quand on vous dit, regardez la caméra. Ça vous permet de vous concentrer pour qu'on vous prenne en image. La noix vous permet de vous concentrer. Mais ce que vous dites là, c'est une parole, c'est une invocation. C'est une requête que vous lancez dans la nature. Cette requête va vers où? Pour apporter quel résultat? Alors, quand les Bokotonon ou les prêtres de Fa veulent faire la consultation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va chercher le signe du Fa dans Fetome. C'est ça, non? Oui. Fetome. Fetome, c'est quoi? Quand un animal, un enfant par exemple, quand un animal ou une personne décède, on dit Eife. Fetome, c'est le village des morts. D'accord? Et ce n'est pas des morts physiques. C'est-à-dire, dans la nature se retrouvent des esprits germinaux. Et ces esprits germinaux comportent quoi? Ces esprits germinaux comportent leur mémoire de sagesse et leur mémoire d'avenir. Ce que demain peut être et ce que hier a été. Et ce que vous dites aujourd'hui, c'est de l'énergie somatique d'aujourd'hui que vous sortez. Voilà, c'est l'arrimage et la combinaison de ces deux mémoires. De la mémoire d'avenir qui sait déjà ce que demain sera et la mémoire du passé qui sait ce que hier a été, qui se retrouve dans la nature, dans les esprits germinaux en attente de réincarnation. Et ce que vous venez de dire aujourd'hui, qui influence sur le chapelet Okpele et lui impose un signe. Vous comprenez? Lui impose une forme. Alors, c'est pourquoi le Fa est une forme de géomancie très scientifique qui parle d'hier. Parce que dans la mémoire de sagesse des morts en attente de réincarnation se retrouve ce que hier a été. Et qui parle de demain. Dans la mémoire d'avenir des morts en attente de réincarnation, ce que demain doit être. Et qui parle du présent parce que vous-même, vous avez sorti une onde vibratoire qui est somatique, qui interpelle aujourd'hui. Alors,
Maintenant, comment est sorti les différents signes de Fa? Il y en a en réalité 16 signes principaux. 16, oui. D'accord. La combinaison de 16 dans 16, c'est ça qui fait 256. Mais comment est-on arrivé, comment on en est arrivé à 256 signes de Fa? Et chaque signe de Fa, d'accord, a son allégorie, a sa chanson, a ses prescriptions, a ses types de rituels qu'il faut exécuter. C'est après que le signe de Fa est apparu que la sorcellerie commence. Parce que je vous dis, la sorcellerie est l'étude, la maîtrise et la manipulation de tout ce qui échappe à nos sens. Seul le sorcier peut voir dans l'invisible pour comprendre que le signe qui est sorti, qui est Bemedila, signifie que, bon, sur cette voie-là, il y a quelqu'un là qui tape les gens avec un marteau. Et par conséquent, il faut dire à Achirou pour qui le signe est sorti que, à arriver au niveau de Carrefour au Lois là, porte ton casque. Et le fait de lui dire porte ton casque, c'est déjà ce que nous appelons rituel. Arriver au niveau, comment on appelle, du feu tricolore, attention, c'est le rouge, tu t'arrêtes. C'est le vert, tu t'arrêtes. C'est dans l'invisible que les maîtres sorciers, d'accord, ont deviné, ont vu. Parce que nous allons venir sur des émissions sur la sorcellerie, parce que la théorie germosomatique vous permet d'expliquer tout ce qui se retrouve dans notre endogénéité, dans notre spiritualité, en rapport à cela. Et lorsque vous ne maîtrisez pas la théorie Yesu-Yessi ou la théorie germosomatique, vous ne pouvez pas comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène. Vous allez toujours prendre les choses comme de la superstition. Mais nos ancêtres, nos aïeux n'ont pas fait de la superstition. C'est une science réelle. Le reste, il faut aller à l'herméneutique de notre culture. Et ça nous permet de comprendre aujourd'hui que la théorie germosomatique n'est pas du hasard. Alors, les gens ont inventé la cellule depuis et qu'elle est constituée de noyaux, de cytoplasme et de membranes. Mais c'est plus tard qu'on a découvert l'existence de l'appareil de Golgi et des mitochondries. Donc, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une invention. C'est des choses qui existaient déjà. Alors, le Fa, vous comprenez pourquoi le Fa parle d'hier, de demain et d'aujourd'hui. Donc, c'est ça le sens et la portée, en réalité, du rituel du Fa, de telle enseigne que quand le prêtre du Fa, d'accord, qui doit apprendre les allégories, les prescriptions, il doit connaître ça par sur quoi, les au bout des doigts. 256 signes du Fa. D'accord. Bon, aujourd'hui, le monde... Est-ce à dire que dans ce que vous démontrez aujourd'hui, pour vous, dans votre raisonnement, tous les prêtres de Fa sont des sorciers, en griffe? Non, le prêtre de Fa, lui, n'est pas un sorcier. Lui, c'est quelqu'un qui est là pour réciter ce qui est déjà fait. D'accord. C'est les maîtres sorciers, par le passé, d'accord, qui ont atteint un niveau donné de sorcellerie. Je vous ai dit, la sorcellerie nous enseigne que les concepts de réincarnation, de guérison et les rituels ainsi que les cycles de vie ne sont pas des concepts abstraits, mais ce sont des outils de navigation dans un monde vraiment complexe où l'invisible est aussi réel que le visible. C'est la sorcellerie aussi qui nous enseigne que la vie n'est pas une série d'événements isolés. Nos actes, nos pensées, nos intentions ont des répercussions. Mais la vie est un réseau d'interconnexions, de telle enseigne que tout ce que nous faisons s'explique en réalité par l'esprit. Quand vous interrogez la culture occidentale, tout ce que les gens ont inventé, ils vont vous l'expliquer à l'échelle atomique. Ils vont vous l'expliquer par les électrons et tout. De la même manière, nos ancêtres n'ont pas fait de la superstition. Je pense, quand j'ai fini de parler du Fa, je veux peut-être parler... un autre rituel. Je veux parler d'un autre rituel. Oui, de quel rituel? Et tout ce qui est déité, qui ont une divinité, qui émettent une forme d'énergie qui hante les gens. On peut dire Sakpata, Ogu, Revioso, Dan, tout ce que nous voyons comme des divinités que les gens utilisent, que les gens pratiquent, et les gens adorent. Alors, tout ça, c'est de l'énergie somatique. C'est une forme d'énergie qui vient hanter des gens, qui vient en quelque sorte chercher une harmonie avec les gens. Alors, je voudrais revenir à l'explication pour la rimer.
du moins à la théorie germosomatique. Oui, allez-y. Prenons l'esprit germinal d'un individu, c'est-à-dire son programme de vie. L'homme qui se retrouve présent dans sa vie, caricaturons-le par un chien qui est dans une cage. C'est l'énergie ou l'esprit germinal qui est dans la cage comme ça. Maintenant, prenons une poule qui est comme un animal qui s'approche de la cage du chien. C'est de l'énergie somatique. D'accord. La poule représente toutes les formes de divinité. Excusez-moi. Oui. Toutes les formes de divinité que je viens de citer. Il n'y a pas d'exception. La poule. Ogou, Revioso, Dan, Mami, esprit de femme de nuit ou de paresse ou toute forme d'esprit que nous voulons. La poule représente tout ça. La poule représente tout ça. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Quand la poule s'approche de la cage du chien, le chien commence par grogner. Mais qu'est-ce que la poule recherche auprès du chien? Il y a des détritus alimentaires qui sont dans la cage du chien qui attirent l'appétit vorace de la poule. C'est pour dire d'avance que quand une divinité s'approche d'une personne, entre une personne, c'est que la divinité a trouvé un gradient positif, a trouvé un intérêt en la personne. Et c'est la morphologie ou le faciès comportemental ou physique de la personne qui attire cette divinité-là. La divinité a un intérêt vers la personne. Mais si la poule s'approche du chien, le chien commence par grogner. La poule veut picorer les détritus alimentaires et veut aussi piquer les puces qui sont sur le chien. Et si la poule mangeait les détritus alimentaires et picorait les puces qui sont sur le chien qui comportent de protéines, qu'adviendrait à la poule? La poule deviendra dodue, la poule deviendra grasse. De la même manière, si la poule débarrassait la cage du chien, qui est l'homme, qui est l'esprit germinal, la cage du chien est débarrassée des détritus alimentaires, comprenez qu'il n'y aura plus de putréfaction qui va générer des vers ou des puces qui vont attaquer le chien. Et le chien sera débarrassé de tous ces vers, de toutes ces puces, et le chien va devenir comment? Le chien va devenir dodu parce que, laissant le chien victime de la putréfaction, des détritus alimentaires qui pourraient servir à la poule, laissant ces détritus générer des vers ou des puces qui vont s'attaquer au chien, va rendre le chien chétif. Maintenant, venons aux divinités et à la personne. Lorsque la poule s'approche du chien, le chien commence par grogner. De la même manière, lorsque une divinité détecte une personne et s'approche de la personne, une bagarre commence et les activités de la personne commencent par basculer. Et on commence par dire vraiment, il faut nécessairement qu'on lui fasse les rituels de tel type d'esprit. Seuls les hommes maîtrisant la spiritualité et l'exotérisme peuvent détecter le type d'esprit. Et ce type d'esprit est incarné par une divinité donnée. Et on dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire. L'homme spirituel ou exotériste doit faire une réconciliation entre la poule et le chien, entre l'esprit somatique et l'esprit germinal, pour expliquer au chien, écoute, tu as intérêt à ce qu'on te débarrasse de tes détritus alimentaires et de ces puces. Et les agissements de la poule ne constituent pas une négation pour toi. Une menace. Poule, tu as intérêt à aussi te comporter de façon sage pour que la vie en symbiose. Et quand la poule et le chien vont se retrouver dans la même cage, qu'est-ce qui va se passer? La poule sera épanouie et le chien deviendra épanoui. C'est pourquoi, en matière d'exotérisme et de la spiritualité endogène, on dit on va essayer de recaser l'esprit en la personne. Et c'est pourquoi dans notre jargon, on dit Yenado dan aini, Yado mami aini, Yado ku aini, Yado sakpata aini. On va recaser l'esprit en la personne. On va créer la symbiose. Mais comment identifier que l'on est sous l'influence de Gu, de Mami, de Sakpata, de Dan ou de Revioso? Nos études, parce que moi je suis un chercheur en spiritualité et en exotérisme endogène. D'accord. Personne ne naît avec une divinité. D'accord. Je peux vous le confirmer. Ah bon? Mais d'autres diront le contraire. Non, mais bon, c'est une forme d'hérésie spirituelle. D'accord. C'est votre faciès, votre morphologie, votre attitude qui attire cette divinité-là vers toi.
Et ce n'est pas une attirance. Cette divinité a un intérêt d'être avec. Comment se fait-il que tous ceux qui sont pratiquement mamies là sont de teint clair, pas souvent? D'accord. Et ceux qui sont toros ou ont de gros yeux, ou de gros nez, ça dit, c'est votre morphologie, votre faciès, Mais votre parfois, état. il y a des gens qui sont noirs et qui sont adeptes mamies et après ils cherchent Justement, à se dépigmenter. Non, peuvent se dépigmenter. Si vous vous dépigmentez, vous risquez d'être attaqué par cette divinité. Ce n'est pas que la divinité vous attaque, non. La divinité adore ce faciès-là, cette morphologie, ce comportement d'attitude et vous hante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réaliser l'alliance, comment on appelle, l'entente, l'harmonie entre la divinité et vous. Et la réalisation de l'harmonie entre la divinité et vous, c'est quoi? C'est que celui qui est dans Mamino, on va essayer de réaliser peut-être des perles ou des types de badges qui ont une ressemblance de la divinité ou de dents, où ces cannes seront sous forme de dents. Ce n'est pas de la superstition. D'accord? Lorsque je rentre par exemple dans Sakpata, d'accord, oui. Sakpata, la divinité Sakpata. Alors, c'est identifié par le signe Tchefu. Tchefu qui caractérise tout ce qui crée de boutons, tout ce qui suinte, tout ce qui fait de puits. D'accord. Sakpata, en réalité, caractérise tout ce qui domine, gère tout ce qui s'occupe de l'épidémie, qui fait apparaître des boutons sur le corps. Alors, c'est les sorciers qui ont vu Sakpata. Parce que je vous ai dit, la sorcellerie, c'est la navigation dans l'invisible. Et l'invisible est aussi réel que le visible auprès du sorcier. Alors, c'est les sorciers qui ont vu Sakpata et ont constaté que Sakpata a des boutons sur le corps. Par conséquent, lorsque Sakpata rencontre une personne qui n'a pas des boutons sur le corps, lui, il crée les boutons sur le corps de la personne. C'est pourquoi quand quelqu'un est hanté par la divinité Sakpata, alors il faut faire des signes de scarification, de ponctuation sur lui, et par conséquent, son faciès qui fait que la divinité s'approche de lui. Alors, et il faut le conformer à Sakpata pour que Sakpata ne le hante pas. Alors, une autre chose oui. Qui est Abiku, par exemple. Abiku, c'est une divinité, c'est une forme d'esprit somatique qui s'attaque aux enfants. Et ça dépend de la femme en question qui enfante cet enfant-là. Et lorsque l'enfant naît, la divinité Abiku s'attaque à l'enfant et lui, sa prédilection, c'est de mettre à mort les enfants et c'est ça qui constitue sa gloire. Mais c'est les sorciers qui ont vu Abiku et qui ont constaté que Abiku a une cicatrice ici, une cicatrice raciale ici. Et par conséquent, dans les rituels de mise en harmonie de l'enfant qui est né avec Abiku, pour que quand Abiku le rencontre, Abiku ne s'attaque plus à cet enfant, ne tue plus cet enfant. Dans les rituels, on fait la cicatrice raciale d'Abiku à la personne et la divinité Abiku cesse de hanter cette personne-là. Dernière question pour conclure cet entretien. S'il y a beaucoup de choses à dire, je crois qu'on va y revenir. Non, on ne pourra pas tout dire parce que j'aurais souhaité que dans les jours à venir, lorsque je prenais par exemple les cheveux et les ongles, d'accord, lorsqu'une personne meurt aux États-Unis, en Europe ou dans un lieu distant, que font nos ancêtres? Nos ancêtres disent, on va l'enterrer, mais il en sort un peu d'aqua. Ou bien, on amène les ongles, non? Je vous expliquais tout à l'heure que quand l'esprit germinal est persécuté, il fut vers les ongles. Et quand il fut vers les ongles et les cheveux qui sont les périphéries du corps, alors dans cette périphérie du corps se retrouve non seulement l'ADN physique de la culture occidentale, mais se retrouve l'esprit germinal, l'esprit de la personne, le programme de vie de la personne. Et c'est ce programme de vie qu'il faut apporter dans le panthéon des morts, qui n'est rien d'autre que notre Yohonu, en quelque sorte, pour consacrer ça là. Et là, lorsqu'on fait des prières, des bénédictions sur la personne, c'est qu'on ajoute des fichiers à la mémoire d'avenir du mort. De telle enseigne que quand un enfant va naître demain, l'enfant puisse réaliser les vœux et les souhaits que nous sommes en train de vouloir dans notre société
d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une superstition quand les gens se amènent. Nos enfants doivent comprendre ces choses-là. C'est parce qu'il n'y a pas de fondement d'explication herméneutique sur ces choses-là. C'est pourquoi notre culture est sans notice. Mais je pense que nous allons faire un travail très, très perfectionné sur ce domaine. Et chaque enfant béninois doit pouvoir comprendre le sens et la portée des rituels, l'habitude vestimentaire, les interdits alimentaires et comportementaux ne sont pas du folklore, ne sont pas de la superstition. À travers la maîtrise de la théorie germosomatique, on arrive à interpréter tout ça là. La réincarnation, le culte des ancêtres, et tout, le vaudou, le beau, tout ça, on arrive à faire. Pourquoi il y a plusieurs variétés de vaudou? La variété de vaudou ne signifie pas du polythéisme. C'est pas pour dire que la variété des télévisions ne signifie pas que la télévision a changé de nom. Allez-y pour votre question. Alors, deux petites questions pour conclure d'entrée de jeu. Dites-nous, est-ce que pour identifier la divinité qui nous influence, est-ce qu'il faut aller à une consultation? Bon, une consultation, je vous ai déjà démontré tout à l'heure que le Fa est l'instrument spirituel le plus précieux. D'accord. On peut aller par le Fa. D'accord. De la même manière, lorsque dans la culture occidentale, d'accord, vous allez à l'hôpital, le médecin qui veut vous soigner peut déjà physiquement trouver des symptômes sur vous. J'ai vu la fois dernière l'éminent professeur Kofi Aza qui parlait, comment on appelle, des goûts, des divinités et autres. Là, il a parlé de Toros et autres. Là. Je voulais poser la question de savoir, mais comment on peut identifier Toros? Il dit que la personne peut avoir de gros yeux ou de gros nez ou si ça là. Non, lorsqu'on vous observe physiquement, on peut déjà, par intuition ou suspicion, par expérience, connaître les types de divinités qui peuvent vous hanter. Une personne peut être hantée par plusieurs types de divinités. Mais comme aussi dans des consultations, les morts, à travers la mémoire d'avenir et la mémoire de sagesse et l'esprit somatique que vous venez de mettre, de l'esprit germe de celui qui parle, peuvent orienter à dire que celui-là, il va mettre au monde un albinos et demain, ça sera un albinos. Dernière question, puisque vous avez parlé d'interdits vestimentaires et également d'interdits alimentaires, vous allez nous expliquer très rapidement le mécanisme. Pourquoi il est proscrit souvent sur beaucoup de signes de Fa de ne pas porter du noir, de ne pas porter du rouge, et pourquoi il est interdit de manger du gombo et de la viande de porc, pour ne s'arrêter qu'à cela? Oui, les interdits ne sont pas des inventions. Je vous ai dit et je vous répète que la sorcellerie, c'est l'étude, la maîtrise et la manipulation de tout ce qui échappe à nos sens. C'est le signe de Fa qui ont sorti toutes les formes d'allégories, justement, de soins, de pratiques. Comment on peut expliquer ça? Ne pas porter du rouge, ne pas porter du noir, ne pas prendre du gombo, ne pas manger la viande de porc ou peut-être certains types de poissons par exemple. Comment on explique ça? Pourquoi on proscrit à un individu à sa naissance de ne pas porter du noir? C'est aussi simple. Je reviens à l'allégorie du chien et de la poule. Alors, la morphologie ou le faciès ou ce qui se retrouve sur le chien fait que, par exemple, la poule doit s'approcher de lui pour le débarrasser, pour l'aider pour son épanouissement et son progrès. D'accord? Mais noir... mais à l'intérieur de la cage de la poule, du chien du moins, se trouve quelque chose que la poule déteste. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que vous voyez selon vous la poule déteste? Un serpent? Bon, se trouve un serpent. Alors, si ça se trouve un serpent, on va demander au chien qui est l'homme que nous voulons soigner, monsieur, ne te mets pas dans des tenues qui ont des traces et couleurs de serpent. Parce que si tu te mets dans cette tenue-là, ton sauveur qui est cette divinité qui peut venir te débarrasser de cet art, de ces insuffisances, de ces imperfections pour que ta vie soit épanouie, ne va pas s'approcher de toi. Et s'il ne s'approche pas de toi, tu vas développer des puces, tu vas développer des vers qui vont rendre ta vie chétive, miséreuse. Donc, il y a de même aussi pour les interdits alimentaires. Mais de la même manière, les interdits alimentaires, je vous ai dit, les maîtres sorciers ont déjà établi tous les signes de Fa, le Fa n'a pas d'invention. Oui, mais pour les interdits alimentaires... Un prêtre de Fa est un récitateur, point. Et l'essentiel, c'est qu'il soit un bon récitateur, un exécutant de ce qui est déjà préétabli par les maîtres sorciers.
et les sorciers d'aujourd'hui. D'accord? Vous savez, la sorcellerie, en réalité, c'est l'aptitude que certaines personnes ont à sortir leur esprit germinal de leur corps pour aller faire une prospection. On va y revenir à un de ces quatre. Mais... Donc, c'est les sorciers oui. qui peuvent savoir. Après, Dieu sur terre, c'est les sorciers. Quand vous avez affaire à un sorcier, sachez que vous avez affaire à Dieu, en quelque sorte, sur terre. Dieu en miniature. Non, quand vous dites en miniature, c'est Dieu qui a doté la nature des esprits. Et je vous ai dit que le plus précieux on ne peut pas comparer un sorcier à un dieu. Non, mais attends, la sorcellerie est une invention de Dieu et elle est utile pour la nature. Donc elle est incomparable à Dieu. Un peu comme les maguillards sont utiles pour les murs, la nature, pour nous débarrasser des cafards ou des insectes nuisibles. Donc la sorcellerie est aussi là pour réaliser l'écosystème humain. Comme dans la forêt, il y a les lions et les hyènes pour réaliser l'écosystème animal. D'accord, donc la sorcellerie, nous n'allons pas prendre la sorcellerie sur l'aspect négatif, mais la sorcellerie est une science qui permet d'innover, d'inventer, et je le disais dans une de mes émissions, qu'après le baccalauréat, tous les enfants, en principe, doivent avoir la sorcellerie. Parce que si vous n'avez pas la sorcellerie, vous ne pouvez pas faire l'invention. Vous ne pouvez pas aller au-delà des prérequis que vous avez eus à l'université. Parce qu'à l'université, on vous donne du savoir. Et quand on vous recrute quelque part, vous rendez ce savoir-là. Mais les meilleurs et les innovateurs de la vie iront au-delà de ce savoir parce que feront d'introspection en eux-mêmes pour lire dans la mémoire. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais mis pied en France, mais ils vont vous décrire des lieux en France, ils vont vous raconter des choses et vous allez vous dire, mais est-ce qu'il est allé une fois en France? Non. C'est celui qui avait porté son esprit germinal par le passé, qui avait déjà fait ces voyages-là. Et lui, il a la possibilité de lire dans l'inépuisable source de richesse qui est la mémoire de sagesse de l'esprit germinal pour lire dans beaucoup de choses et s'appuyer sur ces choses pour gérer le présent et projeter même l'avenir. Et le phare lui permet, un peu comme le phare d'une voiture, d'aller de façon certaine et assurée et réussir sa vie. Merci voilà à vous, Sa Majesté Djuma Mousso. L'heure ne peut pas nous suffire. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de compartiments. C'est dense ce que je suis en train On va y revenir, on va y Par revenir. compartiment, on prendra compartiment exactement, par compartiment exactement, pour expliquer. Pour mieux permettre à nos amis pour que les internautes gens de mieux comprennent, comprendre. par exemple, que si nos ancêtres sont en train de dire que oui, celui qui est mort par accident, il faut le rappeler à la maison, celui qui est mort par noyade, pourquoi? Nous allons venir sur tout ce qui est esprit, tout ce qui est saint, la réincarnation, et tout ce qui a rapport avec notre culture. Il faut nécessairement maîtriser la théorie germo-somatique. Merci à vous, Sa Majesté Djuma Mousso. Je rappelle que vous êtes chercheur en spiritualité endogène et en ésotérisme. C'était Foi et Astuces spirituelles de ce samedi. On a un peu extrapolé un peu. On passe à présent à la tribune virale de ce samedi. La tribune virale, Prince Zekoulekou, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci également d'être là ce matin également. Dad Djuma Mousso, bonjour à nouveau. Bonjour. Fidèle Agoko, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Alors, lorsque une femme gagne plus que l'homme, fierté ou humiliation, on a une seule femme avec nous, on va lui poser la question. Atifa Olafa, pour vous. Merci, Abdelkader. Alors, sur la question, si la femme gagne plus que l'homme, est-ce que c'est une fierté ou une humiliation? Pour moi, ça devait être une fierté. Après, tout dépend des personnes concernées dans le couple. Je crois que pour moi, c'est plus une question de valeur, de dynamique de couple et de la vision. Ça m'a laissé Djuma Mousso en train de sourire là. Et de la vision que les deux personnes concernées ont ensemble. Mais pour moi, lorsque la femme gagne plus que l'homme, ça devait être une fierté parce qu'on dit, lorsque tu as une femme qui est épanouie financièrement sur tous les plans et qui s'assume aussi, ça doit être une fierté parce que tu te dis, ah, je ne suis pas le seul à pouvoir apporter sur la table, bien que je suis l'homme, c'est à moi de tout gérer, je ne suis pas le seul. Et donc avoir une femme qui est assise professionnellement, financièrement et tout, et qui peut aussi prendre le relais quand je ne suis pas là, ça doit être une fierté. Ça doit être une fierté. Prince Zekoulekou, sur la même question.
Bon, moi, je partage pas la même avis qu'elle, parce qu'on dit souvent que derrière un grand homme, se trouve une grande femme. Mais la femme doit être cachée derrière l'homme. Bon, pour moi, c'est comme ça. Pourquoi pour vous, c'est comme ça? Pourquoi Parce que vous êtes attaché à la tradition ou bien... Non seulement je suis traditionnaliste, mais vous voyez, quand tu prends une femme qui dépasse, qui a plus d'argent que l'homme dans le foyer, ça amène toujours des tensions. Toujours. Lesquelles, par exemple? Toujours. Parce que arrivé à ce stade, la femme n'aime pas toujours soumise. Elle a tendance à avoir un petit déçu sur l'homme. Parce qu'elle se dit, bon, après tout, hein, moi je dépense plus que cet homme dans ce foyer. Donc ça aussi fustige un peu l'homme à ne pas sortir certains propos, à ne pas donner certaines injonctions. Donc pour moi, la femme peut gagner de l'argent, mais pas plus que son homme dans un foyer. Dans un foyer. Voilà. Samajé Diomaousso, est-ce que lorsque une femme gagne plus que l'homme, est-ce que ça peut amener cet homme-là à être irresponsable? Bon, je crois que ce sujet-là, on ne peut pas l'aborder de façon vulgaire, parce que les réponses à ce phénomène prennent racine, du moins selon la culture. Ouais. Au niveau de la culture occidentale, je crois que c'est une culture qui a beaucoup plus évolué dans l'émancipation et l'égalité de la femme et de l'homme. Mais au niveau de la culture africaine, ce n'est pas la même chose. Et de jour en jour, je crois que cette stigmatisation progressive qui vient mettre peut-être un désordre dans une relation est en train de s'estomper de jour en jour. Mais force est de comprendre que la relation commence toujours au début par l'homme qui a un peu d'avance sur la femme en matière de gains ou de revenus. D'accord. Mais au fil du temps, la nature peut peut-être imposer sa loi ou ses règles. Et bénir plus la femme que l'homme. La femme que l'homme. Notre société en Afrique, d'accord, n'établit pas directement une égalité entre la femme et l'homme. Les droits de la femme dans le foyer en Afrique ne sont pas les mêmes choses qu'en Europe. D'accord. Mais dans notre culture, on remarque généralement que bon, c'est l'homme qui réussit, qui utilise ses moyens, qui attire la femme dans son filet d'amour et aide la femme. Moi, vous savez que je suis un sage en dignitaire, donc j'écoute, je reçois beaucoup de personnes. Soit c'est le monsieur qui s'est chiné tellement ici, qui a étudié, qui est parti aux États-Unis ou en France. Alors, et quelques temps après, a cotisé de l'argent, après des jobs un peu partout, et amène la femme en France ou aux États-Unis, un peu partout. Alors, quelques temps après, quand la femme commence pas à trouver des moyens financiers, alors elle impose son autorité. Mais là où le problème se pose, ce n'est pas les moyens. D'accord. Toute femme qui aime son homme a du plaisir à offrir et toutes les faveurs et toutes les grâces à lui faciliter la tâche. Oui. Alors, mais l'homme en Afrique, nous sommes plus généralement dans des régimes polygamiques. Féodal? Bon, je dis polygamique. Et l'homme est féodal, c'est ça? Bon, laissons le problème de la féodalité. D'accord. En Afrique, c'est toléré, même si c'est de l'hypocrisie, que oui, la femme même sait que son homme peut aller draguer une femme dehors. D'accord. Mais l'homme sait que sa femme n'a pas le droit d'aller piocher ailleurs. D'accord. Bon, plus généralement, qu'est-ce qui amène les révoltes? Lorsque l'homme commence par utiliser les moyens, d'accord, mis à disposition par la femme pour chercher ailleurs, alors la femme commence par être réfractaire. C'est-à-dire, pendant la femme lui a offert un véhicule, mais et pour le véhicule pour aller elle peut retirer, conquérir la petite elle peut retirer la voiture. Elle peut dire quand la voiture doit sortir et quand la voiture ne doit pas sortir. Mais est-ce qu'au moment où elle dit quand la voiture va sortir et quand elle ne doit pas sortir, est-ce qu'à ce niveau-là, elle n'est pas en train de manquer de respect à son époux? Non, justement, l'argent, les moyens financiers ont une force un peu, tout comme si aussi le sexe et l'amour aussi a une force. D'accord, mais reconnaissons que l'argent emporte sur l'amour. Parce que tout de suite, la femme à qui vous avez fait la cour et qui a dit non, quand vous sortez l'argent, elle peut céder. D'accord. Donc, celui qui a le nerf de la guerre a un peu plus d'emprise sur la relation. Mais du côté de la femme, ce n'est pas de l'exagération. Ça dépend toujours des hommes qui ont d'autres libidos. Et la femme est prête à mettre ses moyens à disposition.
Mais lorsque l'autre côté entre dedans, alors là, bonjour l'embêtement, bonjour, comment on appelle l'arrogance, bonjour, comment on appelle la dictature de la femme sur vous. Et partout, la femme va vous humilier, elle va vous montrer que c'est elle qui gère le foyer, elle qui paie le loyer, c'est elle qui paie l'électricité. On va écouter Fidèle Agokun sur la même question. Merci Kader. J'ai écouté tout un chacun de nous. Concernant cette problématique, si la femme a les moyens, c'est une bonne chose. Mais le problème est que, d'abord, vous devez savoir que l'argent, c'est un diable. Oui. Et quand vous l'avez, il y a des moments, ça vous amène à aller à des endroits où vous ne devez pas aller. Ça vous amène à dire des trucs. Comment aller où, c'est quoi? Vous allez vous mettre au balcon? Non, par exemple, quand tu as de l'argent aujourd'hui, quelle que soit la femme, je veux généraliser d'abord, quelle que soit la femme ou l'homme, à un niveau donné, on se croit le plus supérieur quand on a ses moyens. Maintenant, et par rapport à des petits problèmes où ça peut se régler entre la femme et l'homme, et cette ambition fait que on n'aime pas se rabaisser parce qu'on se voit une supériorité assez importante. Et cette supériorité fait que la femme à un niveau donné, l'argent rend la femme supérieure à l'homme. Et elle se dit déjà, la femme se dit déjà, l'homme a quoi à me faire? Il a quoi à me rendre en retour? Voilà que j'ai déjà mes moyens, mais les moyens financiers sont là. Je pense que il y a certaines, la majorité des femmes, si on prend sur 100%, à peine qu'on peut avoir 2 qui ne peuvent pas se comporter de cette manière, quel que soit l'amour qui réunit les deux. Vous voyez un peu? Donc la femme se dit, non, il n'y a plus rien que ce dernier va me faire. Donc du coup, je peux me comporter de la manière dont je veux. Et c'est ça qui crée maintenant d'autres tensions parce que l'homme est toujours l'homme. Quel que soit ce qu'on dit, même s'il n'a pas les moyens, l'homme n'aime pas se rabaisser. Donc, quelle que soit la relation qui unit, c'est de l'amour que l'homme a pour ce dernier et l'amour que la femme aussi a pour cette dernière. Et on peut pas, quel que soit ce type d'amour, à un niveau donné, cette supériorité, l'homme ne permet pas à la femme, de façon financièrement, à se moquer de ce dernier. Mais tout à l'heure, Prince Sekou Lekou a sorti un mot quand Mayassé Diomabousseau parlait tout à l'heure, à Tifa Olafa, il a parlé de soumission. On a comme l'impression que c'est le nœud du débat même. L'homme redoute que la femme, lorsqu'elle aura les moyens financiers plus qu'elle, ne lui sera pas soumise. Alors, c'est vrai que l'argent peut changer l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, mais tout dépend de la personne avec qui vous traitez. Tout dépend de la personne avec qui vous et de l'influence de l'argent sur lui ou sur elle. De l'argent, soit. Mais vous savez, le fait que la femme gagne plus que l'homme ne veut pas forcément dire qu'elle devient peut-être une femme insoumise, elle devient une femme qui ne respecte plus son homme, qui ne veut plus faire profit bas ou qui défie l'autorité de l'homme dans la maison. Je ne sais pas avec quel genre de femme vous avez eu à faire vos expériences, mais moi, je reste convaincue qu'il y a des femmes aujourd'hui qui, bien qu'elles gagnent plus que l'homme, ne se sentent pas supérieures. Peut-être l'homme est peut-être touché dans son ego. Il se dit, voilà, mon autorité est peut-être discutable dans la maison, je ne pourrai plus forcément porter le pantalon. Mais il y a des femmes qui font profit, malgré qu'elles gagnent de l'argent. Tout dépend de l'homme qui est dans la relation. Vous pouvez avoir des hommes qui deviennent irresponsables parce qu'ils se disent, vu que ma femme gagne déjà plus que moi, c'est fini, je ne me bats plus pour ma famille, je n'essaie plus de donner ce qu'il y a à donner, ils oublient ses responsabilités. Dans ce genre de cas, vous voulez que la femme réagisse comment? Si vous avez affaire à un homme qui, malgré que sa femme gagne plus que lui, il arrive quand même à assurer les besoins de la famille, il arrive quand même à porter comme il se doit le pantalon, je ne sais pas ce qui peut amener, sauf si vous avez une femme qui est mal éduquée. Sauf si vous avez une femme qui est mal éduquée. Et je pense qu'ici, le nœud, ce n'est pas peut-être la soumission, mais peut-être le fait que lorsque la femme gagne plus, elle n'est pas obligée de toujours donner sur la table.
il faut attendre d'abord voir ce que l'homme fait. Parce que lorsque la femme gagne plus que lorsque la femme gagne plus que l'homme, elle aura tendance à se dire je veux aider mon homme, je veux aider mon homme. Et quand c'est comme ça, l'homme se dit bon, vu qu'elle gagne, c'est pour ça qu'elle veut toujours donner, c'est pour ça qu'elle veut toujours donner. Alors que non, la femme se dit vu que je gagne plus que mon homme, c'est avec amour, c'est avec plaisir, j'assiste mon mari, c'est avec amour, c'est avec plaisir, j'aide mon mari, je lui dis ah, pour telle dépense, vu que je gagne plus que toi, tu peux laisser. Comme vous avez aussi des hommes qui se disent bon, tu gagnes plus que moi, c'est ton argent, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. C'est ce que moi je veux, c'est ce que j'ai, que je donne et on se gère avec. Donc, dire que c'est un problème de soumission, je ne pense pas trop, pas du tout. Après, c'est cool le coup, oui, allez-y. C'est pas un problème de soumission? Moi, je continue de dire que non seulement c'est un problème de soumission, mais en dehors de ça, il y a aussi un problème de fatigue. Je m'explique. Vous voyez, lorsque l'homme a l'argent plus que la femme, du fondement de leur foyer jusqu'à leur retraite, jusqu'à ce que les enfants grandissent, l'homme ne se fatigue jamais du devoir de son foyer, sur tous les plans. D'accord? Mais quant à la femme, non seulement à un moment donné, elle commence par se dire, bon, non seulement elle commence par être fatiguée, elle devient soumise. Elle commence par être fatiguée en ce sens qu'elle se dit, bon, j'en fais de trop. Elle rumine. C'est son boulot avant. Voilà. Donc, en ruminant, elle sort, elle commence par parler et basta, les problèmes commencent par rentrer dans le foyer. Oui, mais c'est pas pour vous couper. Lorsque la femme prend ce rôle-là, à ce moment-là, c'est parce que l'homme, à un moment donné, a démissionné. C'est parce qu'à un moment donné, l'homme fuit ses responsabilités parce qu'il se dit, vu que ma femme gagne plus que moi, j'ai plus besoin de me démerder, j'ai plus besoin de m'efforcer pour pouvoir assurer les besoins de la famille. Donc, à ce moment donné... Peut-être prendre mes moyens pour acheter une autre femme. Oh, mais non, pas du tout. Mais est-ce que quelque part, je reste toujours avec Prince Sekou, est-ce que quelque part, l'insoumission de la femme n'est pas un acte qu'on peut qualifier d'involontaire? Parce que tout à l'heure, lorsqu'on suit le raisonnement de Fidèle Agokun, tout à l'heure, si on peut déduire de ses propos, l'insoumission là n'est pas une advertence. C'est-à-dire, l'argent corrompt la femme. Si, ça peut être aussi involontaire. Et le fait qu'elle gagne l'argent de façon, en tout cas professionnelle, sur tous les plans, ça peut l'amener aussi à être insoumise, sans vouloir. Parce que vous savez, la femme, elle est ce qu'elle est, qu'on veuille ou pas. La femme est ce qu'elle est. Lorsqu'elle gagne l'argent, plus elle a plus de désir. Elle veut faire ci, elle veut faire ça, elle veut être à l'image de ses amis, de ses copines, voilà. Elle veut être la femme parfaite, elle veut être à la mode, tout ça. Elle commence à prendre des airs. J'allais en venir tout à l'heure avec... vous voyez, elle commence à prendre des airs, et puis elle veut être au top. Et en faisant ça, peut-être que son homme aime la femme simple. Vous comprenez? Il y a des femmes, par exemple, lorsque l'homme l'a vue, c'est qu'il l'a vue de façon naturelle, il l'a aimé comme ça. Et ce même faisant, l'argent est rentré dans le jeu. La femme a commencé par gagner de l'argent. Elle veut se faire belle pour son homme, mais par contre, l'homme ne veut pas. Vous comprenez? Ça devient une opposition. Ça, là aussi, peut amener des problèmes. Parmi tant d'autres. Exactement, comme le disait tout à l'heure Prince Sekou, il peut arriver que par rapport aux orientations de la femme, le couple ne s'entende plus parce que la femme, ayant beaucoup plus de moyens aujourd'hui, peut décider de faire certaines tresses, peut décider d'effectuer certaines sorties parce qu'elle a les moyens, mais l'homme peut estimer que sa femme devient de plus en plus belle et qu'elle peut lui échapper. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bon, de toutes les façons, moi je crois que nous avons étalé le sujet et nous voyons le déranger déjà. C'est les solutions, conseils qui pourraient peut-être aider les couples en détresse ou en disgrâce du genre. La sagesse et la vertu, pour moi, auraient pu être le dialogue. D'abord, il y a certaines attitudes que les femmes qui, par la grâce de la nature, ont commencé peut-être par gagner plus que leur mari. Il y a des attitudes qu'elles devront respecter. Lesquelles attitudes vous ne pouvez pas, par exemple, sans consulter votre mari, parce que vous avez les moyens, et changer le décor de la maison, ou pour dire que vous voulez lui faire des surprises. Vous ne pouvez pas, par exemple... c'est une surprise? Non, ce n'est pas des... C'est des surprises de dignité. Merci. D'accord. C'est-à-dire,
l'homme veut être consulté, veut qu'il y ait un dialogue. C'est comme un ami qui rentre dans votre chambre et qui dit qu'il vous change votre brosse à dents. Voilà. Ouais. L'homme, je sais... Ça envoie un message en filigrane. Je ne voudrais pas perdre de fil ce que je suis en train de développer. Allez-y. D'accord. Puisque, en toute chose, c'est la solution de sagesse qu'il faut chercher. Votre épouse peut gagner mieux que vous, même 1000 fois que vous, et que si vous savez gérer, alors il peut y avoir de l'entente. C'est une question de dialogue. D'accord. Si votre épouse vous domine financièrement, essayez de la dominer dans l'amour. Essayez quand même de toutefois... Cherchez à faire l'équilibre. Voilà, dans l'amour. D'accord. Ce n'est pas parce que au moment où la dame gagne plus que vous allez commencer par faire des bêtises dehors. Vous allez commencer par faire du gaspillage dehors. Non, mais et si j'avais l'habitude de faire mes bêtises dehors? Non, c'est pas que... Si vous avez l'habitude de faire votre bêtise dehors, il y a un élément modificateur qui est intervenu dans le truc. Et ce élément modificateur peut foutre en l'air le couple. Cet élément modificateur, c'est que les moyens en matière de finances sont devenus disproportionnés ou déséquilibrés selon votre culture. D'accord. Il y a des femmes, elles comprennent quand même. Moi, je vois des couples où la femme a plus de moyens que l'homme, mais c'est l'homme qui trace tout le plan directeur. Il gère même le salaire de sa femme. Il gère, ça dit. Ça, lui, il s'occupe de l'investissement. Maintenant, il faut être un bon manager de foyer. D'accord. Bon, moi, je ne le cache pas. Moi, j'ai 3 épouses. Alors, d'accord. Il faut être un bon manager de foyer. Donc là, vous êtes un bon manager de foyer, là. Oui, il faut être un bon manager de foyer. D'accord. Il faut faire en sorte que ce que vous la n'avez femme... pas d'épouse qui gagne plus que vous? Bien sûr. Il faut faire en sorte que la femme ne découvre pas certaines choses. Vous êtes un cas vivant. Alors dites-nous, comment vous gérez avec votre épouse? Comment ça se passe? Mon épouse, j'essaye d'échanger respectueusement avec elle pour lui faire comprendre que, comment on appelle, c'est un coq qui gère la basse-cour. Et voilà, voici telle proposition, et voici les retombées, voici ce que ça peut apporter, voici là où ça peut nous amener. Mais tout de suite, la femme regarde ce que tu proposes comme idée, d'accord, quel est son intérêt, et est-ce que ça ne dessert pas les autres côtés que vous avez ensemble? Vous devez construire une vie ensemble. La femme doit se retrouver dans ce que vous voulez faire avec ses moyens. Et vous-même, vous devez éviter certaines choses. Éviter certaines choses. Mais que dites-vous, avant que je passe à Fidèle Agoukoun, de ceux qui pensent que la femme riche, elle cherche à être très libérale? Je ne crois pas. C'est les hommes qui rendent libérales les femmes. Libérale la femme. Oui. Donc pour vous, l'argent ne corrompt pas? Bon, une femme que vous avez épousée, qui vous aime réellement. Je parle de la corruption de l'argent. Non, l'argent ne doit pas... Bon, écoutez, moi, l'argent ne me corrompt pas. D'accord. Mais je vois des femmes, effectivement, que l'argent corrompt. Mais cette corruption vient toujours des attitudes de l'homme, qui parfois abusent de la femme. Vous voyez, la femme fait la part des choses. Mais l'homme ne fait pas la part des choses. La femme fait la part des choses entre l'amour que vous avez pour elle et la rime aux moyens financiers. Elle veut que vous construisez une vie ensemble, mais elle ne veut pas que vous construisez une vie ensemble avec elle et les autres. C'est ça le problème qui se pose. Alors, Fidèle Agoukoun, dans ce cas d'espèce-là, comment on peut faire pour, lorsqu'on a sa femme qui gagne plus que soi, comment on peut faire pour ne pas que le couple vole en éclats, pour ne pas que, ce que d'autres craignent également, que cette femme-là puisse se prendre des libertés et ne plus être soumise? Il faut qu'on se dise la vérité, hein, Cadet. Tu crois qu'il y a certains qui mentent ici? Oui, il faut qu'on se dise la vérité parce que un homme demeure toujours un homme et la femme demeure toujours la femme. On dit enfant, sont nos clés. Ça veut dire quoi? Allez-y, expliquez-vous. L'argent, vous étiez obligé de rentrer en fond. Oui, je continue toujours de dire, l'argent change la mentalité aux femmes. Quand la femme commence par avoir, je ne refuse pas. Ça ne change pas la mentalité des hommes. Petit H. Non. Ça change même la mentalité des hommes plus que les femmes. Plus que la femme, merci. Tout de suite, quand un homme a l'argent, ça commence à acheter une deuxième femme qu'il cherche. Merci. Non, si, vous savez, non, par rapport à ce que Majesté vient de dire, que quand l'homme a l'argent, c'est comment faire pour acheter la deuxième femme.
il y a toujours un petit problème. Mais c'est permis à l'homme, c'est permis Oui, à l'homme c'est permis à d'avoir l'homme. une seconde femme. Hein? C'est permis à l'homme. C'est que, Continuez mais de tant que justifier l'homme vos court bêtises. pour aller chercher la deuxième femme, il y a toujours anguille sous roche. C'est comme la loi de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se C'est fait. de la faute de la première exemple femme qui va d'Anguille sous chercher roche. l'homme. Et Oui, une autre oui, femme. vous savez, Non, hein, non, moi je voudrais on que me peut- donner des exemples d'anguille sous roche. on peut pas voir et On ne peut pas avoir la paix aller chercher la guerre. on peut pas avoir la paix et chercher la guerre, ou je peux pas avoir le truc de façon claire comme ça et mettre mes deux yeux et raccrocher à ça, à cet obstacle. Je ne peux pas le faire. Mais tant que je voudrais vivre de façon très honnête et que je n'avais pas trouvé, je suis obligé d'aller chercher ailleurs. Mais je ne peux pas me consacrer à ce dernier et battre ma vie en l'air. Mais Non. qu'est-ce que vous Ça, il avez faut amené qu'on se vers dise- cette dernière-là au début, au tout début? Vous savez. Si ce que cette je dernière-là dis- même a changé et Mais au apparemment, point où vous ne retrouvez plus votre Eh, père, vous, vous Thomas, ne vous retrouvez à plus moi, votre père vous posez des d'avant, questions. Vous posez des questionnez-vous. questions. Non, mais nous Questionnez-vous. nous attaquons à lui. C'est trop facile d'accuser les autres Bon, pour se bon. sentir bien. On va faire. Parce on va qu'à un faire- moment donné, lorsque vous ne Ouais. retrouvez plus votre paix Ouais. dans ce foyer où vous dites que vous n'avez plus cette paix, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez forcément posé des actes ou forcément failli quelque part qui amène ce genre de situation. Alors, Donc, on va le- faire un le- exercice simple. Hein, on prend un couple X. L'homme, il a un salaire de 150 000 francs CFA. Madame a commencé avec lui, peut-être, et elle travaillait quelque part. Elle gagnait 50-60 000 francs CFA. Et du jour au lendemain, elle trouve un autre boulot, mieux rémunéré. Et de 60 000 francs CFA, elle se retrouve à gagner 650 000 francs CFA. Alors, le loyer des deux, ils ont un loyer où ils payent 70 000 francs, avec annexé aux frais de courant et autres, se retrouve à 90 000 francs. Et donc, l'homme gère la popote et la maison avec 60 000 francs, plus ce que la femme a. Alors, cette femme-là, lorsqu'elle commence à gagner 650 000 francs CFA, prenez le coût selon vous, qui paye le loyer? C'est la femme. Pour vous, c'est la femme. C'est la femme. On va y aller. Atifam, qui paye le loyer? L'homme. L'homme. Majesté. L'homme doit continuer d'assumer son rôle de dignité. Et pour... C'est l'homme. il va toujours payer le loyer. Oui, donc, s'il veut être respecté, Mm. il doit toujours continuer de payer. Pour vous, pourquoi la femme doit payer le loyer? Voilà. Déjà, le salaire, d'abord, pour commencer, c'est une question de dialogue. Un. Et déjà, le salaire que la femme gagne dépasse déjà celui de Ça l'homme. fait 650 000, 150 000, ça fait pratiquement plus de 4 D'abord, fois. Hein. passe. est-ce que la femme Et est puis- obligée de déclarer ce qu'elle gagne à l'homme? Merci. Ah, on vient de dire tout à l'heure que les la hommes femme ne veulent doit même pas que la gérer, femme sache l'homme qu'il doit gagne. gérer, Merci. l'homme doit gérer Non, non, le Majesté salaire. aborde un appel encore un peu délicat. Délicat. Est-ce que la femme doit cacher son salaire à son homme? Elle ne doit Jamais. pas cacher ça. Ah non, non, Pourquoi elle ne doit justement. pas cacher? Elle ne Non, peut pas jamais. cacher. Est-ce Ouais, que l'homme c'est cache? par amour. Il y a des hommes qui Vous cachent savez, leur la salaire à la la femme femme. a du plaisir à s'ouvrir à son homme. Merci. Elle est comme l'escargot. Et lorsque il y a du calme et de la paix autour de la femme s'extériorise facilement. Merci. Enfin, j'ai Mais un lorsque vous soutien mettez de la social. chaleur constitue les dérives. Moi, j'ai vécu ce cas. Hein. Oui, allez-y. J'ai vécu ce Voilà, cas. parlez de Pas- votre pas le expérience. passé. Hein, pas le passé. Je me donne comme exemple. Hein. La femme, elle était à 400 et quelques mille par mois. Moi, je suis un métaphysicien spiritualiste, donc ça vient comme ça part. Nous, on n'a pas de salaire, est-ce que vous comprenez? Alors, C'est la quand- consultation qui Voilà. constitue le salaire. Voilà. alors, elle a commencé par être exigeante. Je veux un quartier, hein, et on était allé prendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, une maison luxueuse, tout allait bien, tout. Et puis, elle a commencé par dire, bon, je veux ci, je veux ça. Moi, je lui ai dit, non, Miette, ton salaire, c'est ton salaire. Je veux prendre c'est-à-dire ce que je fais, c'est ça, je vais continuer. Elle dit, Miette, hein, que c'est ce qu'elle veut là, c'est ça qui passe. Mais dans ce cas... Et in fine, qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, maintenant, c'est le dehors, les collègues, tout ça là, qui sont rentrés dans la relation. Et Oui. après, elle est partie. Et pour revenir, moi, j'ai déjà Cet verrouillé la homme porte. Ouais, n'est ouais. pas sage. Moi, à sa place, OK. ma femme, je paye 60 000 de loyer. D'accord. Et elle gagne 450 000, moi je suis à 150 000. OK. Alors, il faut conseiller à ton épouse. Oui, je veux que nous ayons quelque chose de décent, bien, tel que tu veux. Mais cette chose-là souffre que nous restons ici pour construire ça. Et qu'elle sache que le trop-plein, si tu développes une bonne attitude, tu vas utiliser même ton épouse. Et le trop-plein qu'elle gagne là, vous allez utiliser, commencer par construire ce qu'elle veut maintenant là,
pour le futur. Mais est-ce que la femme là va accepter que vous soyez l'administrateur de son salaire? Il y a des gens, des femmes qui disent que elle n'accepterait pas à une seule condition. Laquelle? Ce n'est pas le monsieur qui trouve qu'il doit aller scolariser tous ses frères au village. Ce n'est pas le monsieur qui a des copines par-ci, par-là, qui peut réussir un tel dialogue avec son épouse. Oui, fidèle à beaucoup. possible. Fidèle, oui. Dans ce cas, l'homme, si tu vas te laisser aller, moi particulièrement, moi je ne vais jamais accepter. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais du fait que Maïsé dit, il faut chercher les moyens pour pouvoir tout ça là. La femme là, c'est que la mentalité de la femme, c'est autre chose. Oui. Tomber sur la bonne femme et puis vous verrez. Déjà qu'elle est à un niveau donné là, la femme ne peut pas changer. Toutes les femmes ne sont pas Quelle pareilles. que soit Elles sont l'attitude pas que tu tous vas pareilles. avoir envers ce dernier, à moins que toi, l'homme là, tu es soumis ou c'est comme si c'est la femme qui te dirige. Quand il y a quelque chose, et tu deviens le coursier de cette dernière. Et si tu n'acceptes pas la femme, parce que c'est ce que la femme veut. Alors, monsieur Cadet, il y a des trucs comme ça. On va s'écouter. Avant de devenir coursier, Oui. c'est que vous êtes déjà tombé dans des impairs qui tuent votre dignité et qui tuent votre autorité. Oui, mais attendez, ça m'a laissé du Votre comportement peut vous rendre prisonnier de la femme. Ça m'a laissé. Oui, je ne refuse pas. Mais ce que je dis, Kader, je continue toujours de le dire. Par exemple, tout ce qui est responsabilité que l'homme doit faire dans la maison, au niveau des enfants, je m'engage respectueusement à le faire. Mais je Maintenant, oui. Mais si vous le faites, il n'y a pas de problème. je m'engage respectivement à le faire, mais à des moments donnés, par exemple, la femme me dit, par exemple, c'est un week-end, elle me dit, il y a tel enterrement, si elle me fait une liste des enterrements, plus de 5 enterrements. Oui. Mais moi, l'homme, je dis non. Moi, je n'y vais pas. Je sais pas si vous voyez un peu. Non, déjà que tu s'opposes à ça, si l'homme, de façon réelle, ce dernier doit... Mais pourquoi vous refusez d'aller aux enterrements? C'est parce que vous n'avez pas les moyens pour y aller et que la femme... Mais vous savez pas, peut-être pas que ce n'est pas que moi j'ai les moyens. Les conséquences positives qui ont amené votre épouse à passer de 100 000 à 450 000 peuvent lui imposer, peuvent l'impliquer à aller dans ces endroits-là. Ça m'a laissé. Je suppose qu'elle est devenue... Regardez comment... Je ne fais pas d'argument d'autorité. Il faut regarder avec un œil de sagesse. Parce que votre épouse, qui était peut-être secrétaire ici, est devenue la directrice de l'ORTB. Et elle se retrouve salaire 700 800 000, pendant que vous êtes à 150 000 ici. D'accord. Elle doit aller... Il y a la femme du directeur technique qui a perdu son beau-père. Il y a tout ça là. La fonction qu'elle occupe nécessite sa présence. Un standing. Ce standing-là. D'accord. Des tenues de qualité. Mais toi et la femme, vous deviez échanger. Elle sait que c'est ce qu'elle gagne qui a généré ces conséquences-là. Et gentiment, tu vas voir ta femme ira dans ton pas, payer le bon lait. Tu ne sauras même pas, avant que tu ne rentres à la maison, le couturier est déjà venu prendre ta mesure, on t'amène ça. Là, c'est un accompagnement. D'accord. Il prend la mesure de l'état physique. Moi, ça vous voyez. Il n'y a pas de cause sans effet. Hein. Moi, je ne dis pas non pour non. D'accord. Je vais attirer l'attention sur 2 aspects. Primo, d'abord. Il faut attirer l'attention de Maïsé. D'abord, primo, d'abord, il n'y a pas de règle sans exception des 2 côtés. D'accord. Mais deuxième, c'est que la femme, qu'on veuille ou non, quand elle commence par prendre ces attachements-là, c'est Bataza qui commence. C'est Bataza qui commence. Mais attendez, Akifa. Dans le cas d'espèce où je poursuis encore, et ça c'est une histoire que j'ai lue sur Internet, où peut-être Madame gagne 650 000, monsieur qui avait 150 000 après perd son emploi. Il perd son emploi et pendant 1 an, toutes les demandes d'emploi se retrouvent être infructueuses. Dans ce moment, la femme refuse, après 3 mois de loyer payé, ne plus payer le loyer. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Voilà. Parce qu'il y a des femmes, Atifa. Vous n'avez pas refusé que, en tant que femme, il arrive parfois que vous apprenez le comportement de certaines femmes et vous êtes choqué. Ou ça vous est jamais arrivé? Bien sûr. Alors, dans ce cas de figure, comment on fait?
Vous êtes sans voix. Sa Majesté a je peut-être la reste réponse sans parce voix. qu'il est très habile à parler là. Je reste sans voix parce que moi, à la place de la femme, j'aurais pas agi de la sorte. Et vous savez, moi, je parlerai toujours en fonction de mes expériences et de ce que je vois dans mon environnement Vous êtes immédiat. marié? Et non. Moi, ça me dérange pas de voiler la face, de montrer... je sais pas comment je vais le dire. Ça me dérange pas de mettre le voile sur mon homme juste pour montrer sa dignité à la face des autres. De soutenir mon homme. Pour moi, c'est même un plaisir de me dire, j'aide mon homme. Et c'est à ce moment-là, un plaisir comme un devoir. Un devoir d'abord. Encore que le devoir, c'est discutable parce que je ne suis pas obligée de payer le loyer. Non, mais si vous êtes ensemble et que vous formez un couple et que... c'est au mari de se démerder. Maintenant, si je décide ou si j'accepte, voilà. ou si j'accepte, non, mais attention, c'est une situation qui m'amène à payer le loyer, à prendre le relais, à prendre le rôle de mon époux. Vous savez, il faut déjà qu'à l'entame, déjà dès l'entame, Samadi Domamousso, il faut qu'on appréhende l'essence du couple. Est-ce que le couple moderne que les gens vivent aujourd'hui, puisque nous n'avons plus le couple traditionnel aujourd'hui, par exemple, le couple traditionnel, dans le couple traditionnel, la femme, qu'elle ait l'argent ou pas, vous connaissez très bien sa place. Vous êtes un spiritualiste, vous côtoyez l'endogénéité, donc je ne veux rien vous apprendre. Je suis un peu produit de la chefferie traditionnelle. Voilà, et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de couples modernes. Alors, le couple moderne, quel type de relation véhicule-t-il? Il véhicule moitié. On appelle la femme ma moitié. Et donc, ensemble, on fait un. Et donc, ça veut dire quoi? La femme ou l'homme complète les insuffisances de l'homme, tout comme la femme complète les insuffisances de la femme. Non, mais Abdelkader, avant que Dadjo Mamousso ne prenne la parole, j'aimerais dire juste ceci. C'est les circonstances de la vie, c'est des situations qui amènent la femme à prendre le relais pour l'homme. Parce qu'il y a des hommes, même si la femme a tous les moyens qu'il faut, ils refusent à la femme de dépenser quoi que ce soit dans le foyer. Mais cette femme-là n'avait peut-être pas connaissance de l'irresponsabilité de cet homme-là avant de s'engager avec lui. Mais non, c'est après le fait que l'homme ait perdu son travail qu'il n'arrive plus à assumer les besoins de la maison. Oui. Et donc, je décide en tant que femme de prendre le relais parce que pour moi, lorsque mon homme n'est pas capable, c'est à mon tour de gérer la situation. Oui, tout à fait. Mais lorsque vous mettez en couple, plaisir, c'est avec joie. Lorsque vous mettez en couple avec quelqu'un, vous faites le choix d'être avec lui. Pour le mariage, on dit dans le meilleur et dans le pire. Bien donc, sûr. Vous êtes conscient qu'autant il a des qualités que vous avez aimées en tombant amoureuse, qu'il a des défauts que vous devez assumer et épauler, n'est-ce pas? Oui. Alors, à ce niveau-là, s'il est quelqu'un qui est peut-être nonchalant, s'il est peut-être quelqu'un qui n'est pas très réactif pour aller retrouver un autre emploi, est-ce que vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas comprendre que c'est un devoir pour vous de pouvoir combler Je comprends. Si j'ai affaire à un homme, à un époux qui se démet, où je vois, même si les recherches ne sont pas fructueuses, je vois quand même quelqu'un qui se débrouille, qui se donne de la peine pour pouvoir aller de l'avant et améliorer sa situation. Là, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai affaire à un homme qui est irresponsable, qu'est-ce que je fais? Mais c'est vous qui avez épousé l'irresponsable. Vous l'avez épousé. Attendez. Il peut devenir irresponsable par la force des choses ou par les circonstances. Mais pourquoi vous y êtes encore? Non, mais attendez, je vais pas divorcer ou quitter le foyer juste parce qu'il y a une première difficulté. S'il est irresponsable. Non, mais je gère ce que moi, je peux gérer. Parce que si les enfants sont impliqués, je gère ce que je peux. Et je fais en sorte que mes enfants ne ressentent pas le besoin, ne ressentent pas cette absence-là. C'est tout. Mais lorsque vous avez affaire à un homme irresponsable, vous gagnez temps. Parce que personne ne veut perdre son temps. Personne n'a envie de rester dans un foyer où l'homme devient paresseux de plus en plus. De jour en jour, il n'a plus envie de faire des efforts. Mais, même en tant qu'homme, à un moment donné, quand la femme... Même au lit, il est paresseux. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Même en tant qu'homme... Même en tant qu'homme, lorsque vous avez affaire à une femme qui est paresseuse, qui ne veut pas faire des efforts, ne serait-ce que, même si elle ne travaille pas, même si elle n'apporte pas quelque chose sur la table, au moins gérer l'éducation des enfants, tenir bien la maison. En tant qu'homme, vous êtes les premiers à aller voir ailleurs. Ça va, vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, les couples sont de plus en plus très fragiles. Les unions, si on peut le dire ainsi, n'ont plus véritablement le sens. Parce que autrefois, avant de divorcer, c'était un long processus. C'est une décision complexe à prendre. Aujourd'hui, une femme peut décider de quitter son homme unilatéralement. Autrefois, c'était tout un conseil de famille qui devait statuer sur ce divorce ou non. Alors aujourd'hui, dans ce contexte-là,
où on veut occidentaliser les choses, on veut moderniser les choses, et qu'on parle d'amour, de relations amoureuses. Est-ce que pour vous, la femme qui estime que son homme est irresponsable, la femme qui estime par exemple que son homme manque à des devoirs, est-ce que cette femme-là, en restant avec cet homme-là, en gagnant plus que lui et en ne comblant pas les expériences de cet homme-là, elle est toujours en couple avec cet homme ou elle feint d'être en couple? Il y a deux volets de réponse. D'abord, vous avez posé la thématique selon laquelle un homme a perdu son emploi. Vous voyez, l'état du couple qui a rompu le dialogue déjà, parce que ce n'est pas parce que nous mangeons et nous vivons là qu'il y a dialogue. Hein. C'est vrai. Il y a le dialogue spirituel et le dialogue intime. D'accord. Un mec qui est avec son épouse et il y a du dialogue, quand il perd son emploi, c'est systématique. La femme ne demande même pas. Pour que la femme demande, ou pour qu'on oblige la femme à le faire, c'est déjà qu'il y a une rupture. Il n'y a plus de dialogue. Et ce dialogue-là, il ne faut pas regarder là où vous êtes tombé. De là où vous avez trébuché, c'est là où il faut regarder. Mais aujourd'hui, les mariages, ou bien les unions, telles que dans, je voudrais caricaturer en parlant de l'Église catholique, les gens vont, ils font communion, ils font confirmation, ils font solennel. C'est de la même manière en matière de foyer, de couple, il faut grandir en alliance ou en procédure de sceller l'alliance. D'accord. Vous avez fait connaissance des parents. C'est vrai. Vous devez faire d'autres. Toute relation connaît de maturation, même les relations amicales aussi. Vous devez évoluer. Tout à fait. Et c'est des procédures qui rassurent la femme, d'accord, qui la mettent dans l'alliance. Il ne faut pas changer, il faut quitter la monotonie. Et tous les jours, vous devez échanger. Tous les matins, vous devez échanger. Tous les soirs, vous devez échanger. Et les échanges, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement le sexe. Oui, chérie, vraiment. Et par rapport à notre projet on ne peut pas échanger le sexe. Je dis, ça, le sexe, c'est en quelque sorte le poison qui vient calmer tout le monde. D'accord. Et chérie, voilà, et notre projet de voiture là, notre voiture là est en train de s'user. Hein. Vous avez auparavant des projets du genre avec elle. Hein. Et ce mois-ci là, vraiment, nous devons faire une tonne de briques. Hein. Et vous avez des projets du genre ensemble. Vous avez une vision ensemble. C'est systématique que la femme se Et si la femme, elle, décide que son argent à elle, c'est pour entretenir sa famille? Non, la femme, avant de décider ça, ça dépend toujours de l'homme. Mais nous sommes conscients. Il y a des femmes qui ne prennent pas cet avis-là. Non, c'est très rare. Moi, écoutez, vous recevez des consultations. Moi, ma mère a fait 6 enfants. Je suis le seul garçon. Et moi-même, j'ai 5 filles. D'accord. Je suis resté dans femme. Et je vois les femmes, je les vis toujours. Si vous allez faire des bêtises, d'accord, et votre épouse commence par découvrir, et c'est vous qui êtes l'homme, c'est vous qui êtes en train de montrer que c'est moi qui ai le droit de prendre plusieurs femmes et autres là, vous êtes en train de semer des graines. Non, c'est quoi? Vous semez des graines. C'est une bêtise de vouloir c'est une bêtise. Être dans le processus de vouloir prendre une seconde femme. C'est une bêtise de commettre des actes dont vous êtes conscient qui indisposent l'autre. Et vous lui exhibez ça. Mais pendant vous êtes à 3 femmes. Si vous voulez prendre une 4e, est-ce que ce serait une bêtise? Mais écoutez, ça serait une bêtise lorsque les premières, deuxièmes ne sont pas d'accord. C'est une bêtise. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, d'accord, et je n'arrive pas, je suis conscient que je n'arrive pas à les convaincre pour ça, et je m'engage dans ça, je dois comprendre que je suis voué à mon sort. À votre niveau, la première était d'accord pour la deuxième, les deux étaient d'accord pour la troisième? Tout à fait. Alors là, non, je suis un manager. Tout à fait. Vous donnez une masterclass alors à ce niveau-là. Tout à fait. Et tout à fait. Et je dis, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous formatez votre épouse, d'accord, si vous ne savez pas, tous ceux qui ont de Bangala, tous ceux qui ont de Bangala entre les jambes ne sont pas des garçons, hein. D'accord. Et là, un homme doit être un bon manager. Un homme qui doit d'abord crier sur sa femme là. Ce n'est pas un homme. Un homme. Et là, vous êtes quand même, vous êtes un modèle de management familial parce que convaincre la première pour la seconde, les deux pour la troisième, et s'il doit avoir la 4e, arriver à gérer les 3. C'est une expérience, non? Non, la femme, je vous ai dit, la femme est c'est pas difficile? La femme est un escargot. La femme est comme l'escargot. Si vous savez entretenir la femme,
Vous savez lui dire ce qu'elle veut. Vous savez la convaincre pour votre vision. Je crois qu'elle se soumet et vous utilisez. Moi, par exemple, je suis en mesure de prendre la voiture de ma femme pour aller me promener, pour aller où je veux. Mais c'est toi qui prends la voiture de ton épouse et tu reviens à la maison et on trouve rouge à lèvres de femme dedans. Demain, on va te passer encore voiture et tu vas dire, ah, et mon véhicule est gâté, j'ai dit à ma femme de me prêter son véhicule et le seul boulot que j'ai, elle a refusé jusqu'à ce que j'ai perdu le boulot. Alors que tu es l'auteur de ton mal. Pour un petit commentaire pour conclure. Fidèle, oui. Oui, à suivre, Majesté. C'est ce que moi je déteste et chaque jour je me bats ardemment pour ne pas rentrer dans ces petits pièges. Parce que je prends la voiture de la femme et revenir. Non, monsieur, la vie peut t'imposer à tout moment. Celui qui fait son emploi, est-ce que c'est lui qui fait l'emploi? Les temps peuvent changer. Je préfère me battre et ne pas rentrer dans ces petits pièges. Non, mais c'est la nature qui vous impose ça. Je dis que l'homme est le chapeau de la femme. Et pour que ça aille bien, il faut de l'amour et du dialogue des deux côtés. C'est tout. Merci à vous, Prince Zekoulekou. Merci pour cette belle conclusion. Merci à vous, Atifa Olafa. Trouver la bonne femme, trouver le bon homme et chercher à faire des recherches aussi sur la famille de l'un et de l'autre. Vous avez dit où est le marché dans lequel on peut trouver de bons hommes comme moi. Aujourd'hui, les alliances se font sans procédure. En principe, lorsque vous trouvez une femme que vous voulez épouser, d'accord, c'est pas à vous d'aller demander la main de la femme. Votre chef de famille va se renseigner dans la famille dans laquelle vous voulez chercher une femme pour connaître les rites et coutumes. De la même manière, le chef de famille de la femme aussi va dans votre famille. Et ce dialogue-là commence. Après ça, votre chef de famille vous appelle, si vous êtes l'homme là, et vous dit, bon, est-ce que tu sais que dans la famille, là où tu vas chercher femme là, la nuit, il y a Sangueto qui sort. Est-ce que tu sais que même si tu as femme là-bas, un autre homme peut chercher la femme? On va t'exposer tout ça. D'accord. Et avant qu'on ne décide. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez 100 couples aujourd'hui à Cotonou, je ne sais pas si c'est faute de misère ou si ça est. Il y a au moins 60 qui se sont mis ensemble juste pour faire les enfants. Ils ne connaissent pas famille, ils ne connaissent rien et ils sont ensemble. Mais c'est des couples en voie de dislocation. Au fond, c'est des dangers sociaux. Merci. Parce que c'est quoi? Tes enfants vont naître de ça. Merci à vous. Quand un oiseau pond son œuf dans un nid non sécurisé, où est le résultat que ça va donner? Exactement. Ça va donner des cas sociaux demain. C'est pourquoi il faut sceller les alliances et il faut dialoguer avec son épouse. Il faut écrire dans le cœur de son épouse. Merci à vous, c'est Jean-Marc Rousseau, le manager. Merci à vous. Nous sommes le couple en dislocation. Merci à vous, Fidèle Agokou également. C'était Free Week de ce samedi. Et c'est pour faire l'émission du jour. Merci pour l'attention. On va passer au zapping de la semaine et on va revenir conclure. Quels sont les villas statuts particuliers du Bénin? Togo, fleuve Niger. Une année compte combien de mois? 12 années. 12 années. 12 années. 12 années. Quel est le nom du maire de la commune de Parakou? Ananas Diom Patrice Talon. Comment appelle-t-on les petits de la poule? La poule. Une minute est égale à combien de secondes? Ça, je ne connais pas. Une minute est égale à combien de secondes? Tu ne connais pas? Non. Comment appelle-t-on les petits de la poule? Poussin. Quel est le nom du maire de la commune de Parakou? Ça, je n'ai pas jamais attention. Non.
Je n'ai pas jamais entendu son nom. Tu n'as jamais entendu son nom? Quel est le fleuve le plus court du Bénin? C'est Zou. Quel est le plus long fleuve du Bénin? Le fleuve du Bénin, Burkina Faso. Ce sera tout pour Fruit Week de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se donne rendez-vous samedi prochain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.